Bonjour, ici Yannick Vézina. Et Nicolas Dan, bienvenue à Jazette de Geek. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois, c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en deux saveurs, lime et melon d'eau. Question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, on est en direct. Que là, on a des petits yeux derrière les lunettes peut-être. Moi, je sais que la nuit a été courte pour plein de raisons, mais je peux même pas blâmer la courte nuit du bébé. C'est que la western. Ah non, ça a été une journée très longue. Je pense qu'il doit avoir la marque de mes fesses sur ma chaise, moi, parce que je peux beaucoup bouger de ma chaise de la journée. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, c'est pour une bonne cause. C'est la Western State, c'est la grande messe du trail. Je pense qu'on peut dire ça pour l'UTMB, pour le volet européen mondial. On peut dire ça pour la Western State, aussi pour le continent nord-américain, pour le monde qui avait les yeux rivés sur cette course-là. C'est quand même fou que notre sport, une de ces deux grandes messes, soit un événement comme la Western State à, entre guillemets, petit déploiement, 369 coureurs. On est loin des pelotons de 10 000 coureurs qu'il peut y avoir à un événement comme l'Ultra Trail du Mont-Blanc, mais les pelotons sont très profonds. On l'avait dit d'avance, je l'avais parlé au café du vendredi, il y avait beaucoup de profondeur. Hier, on en a eu exactement la démonstration. Ah, c'était phénoménal. C'est une Western State comme on les aime, là, avec ouais. de rebondissements, de scénarios un petit peu plus avec pas mal de rebondissements. Non, pour vrai, c'était stratosphérique. On va en parler. Il y a plein d'histoires qui sont vraiment belles à raconter, là. Ouais. Ah non, il y a des belles histoires en avant du pack, dans le milieu, en arrière, un peu partout. Mais on a eu droit à des performances exceptionnelles de la part de plusieurs athlètes. Ouais. Des conditions qui étaient quand même clémentes. Ouais, c'était moins chaud. C'est genre la 5e journée la plus fraîche de l'histoire de la Western State. C'est quand même cool. Ouais. Ça a permis, il disait qu'il parlait beaucoup de 28 degrés, etc. Donc, c'était quand même cool. Ouais. Ils ont quand même eu des conditions un peu rock'n'roll sur le haut de la première grosse montée, avec pas mal de bouettes et tout ça. Là. Ouais. Mais non, au niveau de la météo, on voyait beaucoup de monde qui prenait quand même pas mal de glace, etc. Là, mais genre, il y a des gens comme Courtney ou autre chose que des fois, ils mettaient même pas de glace quand ils passaient au ravito, tu sais. C'est un indicateur que c'était peut-être un petit peu moins chaud que les années précédentes. Là, mais... Exact. Je pense que c'est chaud comparé à la plupart des courses, mais quand tu te prépares pour la Western State, tu peux t'attendre à des journées comme l'an passé, 2022, ou d'autres éditions où c'est extrêmement chaud. Donc, tu fais un protocole d'acclimatation à la chaleur. Donc, tu te prépares à potentiellement avoir du 50 degrés d'un canyon. Fait que quand c'est finalement 28, c'est quasiment du luxe. C'est pas la même game quand tu y penses, là. Non, c'est ça. Puis on a vu la différence, ne serait-ce que dans les temps. On pourrait y revenir, mais c'est ça. C'était une journée qui était quand même assez clémente. Puis moi, je m'attendais, j'avais écouté des podcasts des gens qui sont habitués aussi quand je préparais le café du vendredi. Puis je m'attendais à ce que la neige en début de parcours ralentisse plus les athlètes que ce qui est arrivé. Je pense que les gens étaient préparés. On avait beaucoup de montagnards aussi là-dedans, des gens qui sont habitués à de la grosse course alpine. Tu sais, une Courtney qui a gagné l'UTMB, qui est habitué à ça. Mathieu, Dakota Jones, des gens qui ont pas peur de courir dans la neige, que c'est
c'était pas une surprise, Ludovic Pommeret. Donc, on peut croire qu'avec le bon équipement, ça n'a pas eu tant d'effets. Puis à la limite, ça a peut-être fait qu'ils ont parti plus smooth, contrairement aux Chinois qui est parti. On y reviendra. Mais c'est ça, je pense que ça a peut-être permis de commencer plus tranquillement parce que de toute façon, il faut que tu te battes contre le fait de rouler un peu dans le vide, dans de la neige, dans de la boîte. Mais dès que ça a été sec, la machine est ouverte, puis ça a été assez stratosphérique à tous les niveaux. Là. Ouais, tu sais, il y en a pas mal qui ont pris leur temps. Tu vois vraiment pas mal, tu sais, par rapport au split de la passée sur certains coureurs. Là, tu vois qu'ils ont quand même été un petit peu plus smooth. Là, mais tu sais, le fait d'avoir eu le japonais qui a un peu tiré dès le début sur le devant du pack, là, ça a quand même suivi derrière, mais ça a quand même, tu sais, ils l'ont quand même laissé partir, puis ils se sont dit, tu sais, c'est bien correct, là, mais non, ils ont quand même été quand même plus prudents. Tu sais. Mais il y a quand même des gars, moi, je pensais qu'ils allaient partir un peu plus prudemment, qui étaient quand même genre sur le devant du pack assez vite. Ben, un qu'on va revenir, c'est Tyler Green, qui est un gars, pour mettre les gens en perspective. C'est pas un nom qu'on entend beaucoup parler dans les plateaux élites internationaux, blablabla. Ça reste que le gars, il a une 2e place à la Western en 2021, une 4e l'an dernier. Donc, grosse performance. Puis, d'habitude, c'est un gars qui part plus lentement puis qui joue Pac-Man. Puis là, il est parti vraiment en avant. Bon, pas au niveau de, je veux juste dire le bon nom. Non, je l'ai pas ici. Hein. Ah oui, Jiaju Zhao. Bref, le chinois. Selon Dylan Bowman, c'est Jajajou. Ouais, Jajaju, ça dépend de qui le dit. Dans tous les cas, il est parti extrêmement rapidement. Écoute, après 5 miles, 3 miles, il était genre en avance sur les records du parcours et tout. Puis le monde était comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit, on le voit à l'UTMB en 2021, des coureurs. Typiquement, souvent, c'est les coureurs chinois qui arrivent, qui partent comme des balles puis qui explosent comme des popcorns. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont trop regardé de vidéos de Zach Miller à la North Face. Ils se sont dit peut-être que ça marche de partir aussi vite. Il arrive en haut de la butte, il s'est perdu en haut de la butte, puis il est arrivé en haut, puis il avait déjà encore de l'avance sur les autres. Là. Ah non, ça n'a aucun sens. Il est parti. Ouais, tu l'as vu dégringoler au classement, puis tu te dis, tu sais, c'est un peu normal. Mais Tyler Green, c'est ce gars-là, de toute façon, il performe que. De toute façon, il fait que la Western quasi. Ouais. Il ne fait jamais vraiment beaucoup. Après, le gars, il fait beaucoup de courses, genre localement, en Oregon, etc. Là, mais lui, c'est un prof d'éducation physique. Là. Il a un kid, il est bien relax, puis il part toujours conservateur. Puis il l'a dit dans son interview d'après, il fait « Je suis parti conservateur », mais il dit je me suis dit, tu sais, pourquoi pas y aller. Il a été un peu emporté sur le pack du devant, puis après ça, il est resté dedans, puis il s'est dit, tu sais, une belle journée, tu y vas, là. Ah oui, exact. Quand tu as des bonnes sensations, tu te retiens. C'est incroyable, tu sais, 2 deuxième places, une 4e place, c'est très, très, très régulier, là. C'est ça. Il y a pas beaucoup dans les packs qui font ça en ce moment, là. Non, puis la Western, je pense contrairement à d'autres courses, tu sais, les courses plus alpines, les courses comme l'UTMB, la Hard Rock, qui se gagnent en 20 heures et plus, que le top 10 se rend jusqu'à du 26 heures, je pense que c'est plus pardonnable. Et quand tu as une mauvaise journée, on peut voir un Jeff Browning par exemple à la Hard Rock. Quand il y a une mauvaise journée, il finit 4e en 27 heures. Quand il y a une bonne journée, il finit 1er en 24 heures. Tu sais, il y a une marge de manœuvre, puis quand t'exploses puis que ça va moins bien, ben tu peux serrer les dents, t'asseoir une petite demi-heure dans un ravito puis repartir. La Western, il n'y a pas de marge de manœuvre. Puis tous les athlètes, les gars, les femmes qui sont dans le top 10, c'est des gens qui ont eu des courses pas parfaites, mais qui ont eu des courses quand même régulières puis qui ont réussi à remonter rapidement de leur creux parce que on a vu des athlètes, des Ludovic Pommeret, des Dakota Jones qui étaient des favoris, qui ont eu des mauvaises journées. Rapidement, tu perds quelques minutes, tu t'assois dans un ravito, puis t'es sorti du top 10, ça prend pas de temps. T'as pas de marge de manœuvre. On a vu des gens sur l'UTMB dans le temps s'asseoir 30 minutes, puis tu dis, OK, sa course est finie, puis remonter, puis gagner finalement, parce que tu as une marge de manœuvre, parce que tu as des longues montées interminables en power hike, puis si tu gagnes, je sais pas moi, 10 secondes à chaque 100 mètres de montée, ben, rapidement, tu peux remonter. Là, dans ce cas-ci, la Western, ça pardonne pas. Là. De toute façon, tu le vois, tu sais, regarde sur le top 10 des gars, tu sais, top 10 des femmes aussi, c'est pareil. Là. Mais tu sais, les gars, Matt, Jeff Cole, puis j'oublie son nom. Là. J'ai un peu le cerveau qui est un petit peu... Daniel Jones? Daniel Jones. Et Ryan Montgomery, tu sais, les gars, ils sont genre en 5 minutes, là, les 3, puis les filles, c'est pareil, tu sais, entre 6 et 9, là, entre 6 et 9, ouais. là, c'est en 2 minutes. Comme l'année passée, où entre Marianne qui était 3e, puis Emilia Good qui était 5e,
il y avait quasiment pas de temps. Tu sais, probablement que quand ils sont dans la rue puis ils descendent, probablement que Marianne voyait les lampes frontales derrière elle l'année dernière. Et ensuite, la quatrième, je me rappelle plus. Puis Emily Hargood, c'était très rapproché. Là. C'est quoi 2 minutes dans un truc? C'est genre, tu changes tes bas, Oui, c'est ça. tu changes tes chaussures. On est loin de des courses où des fois il y a 1 heure entre le premier et le deuxième. Là, je veux dire, Tom Evans a creusé un pas pire écart, mais c'est une coupe de ravitaux qui font toute la différence. Je voyais des affaires dans les ravitaux. Moi, j'avais jamais vu ça. Tu sais, des changements de veste d'hydratation pleine. Tu sais, j'ai vu Jeff Colt arriver, dropper sa veste, puis sa veste était remplie avec les 2 flasques, tout chez gel, puis il repart. C'est très fort. Hein. Même Verstappen, il fait pas ça en Formule 1, ça dure pas c'est ça. Alors, il s'est claque, il est reparti, puis je fais oh wow, ok, ça c'est next level là, quand même. Ah, c'est ça, on est loin de nous autres qui arrivent dans nos ravitaux puis qui dévissent nos bouteilles pour les remplir on fait la file pour remplir dans l'eau puis mais c'est ça que ça prend, je pense, pour une Western State, c'est une affaire de minutes. Puis ce qui est le fun de suivre la course, puis on reviendra après ça, on racontera la course des hommes, des femmes, mais ce qui est le fun de suivre la Western State, c'est qu'il y a le combat pour qui va gagner. Rapidement, ça a été clos, ce sujet-là. Il restait 20 000 à la course, puis on se doutait qui allait gagner. Mais après ça, t'as les combats pour le podium. Mais après ça, t'as le combat pour le top 10 qui devient extrêmement intéressant parce que de un, les pelotons sont profonds, donc il y a beaucoup de monde qui peuvent rentrer dans ce top 10-là. Puis, quelqu'un qui veut bien performer à la Western, quelqu'un qui veut la refaire éventuellement, quelqu'un qui veut apprendre la première année puis tenter de gagner la deuxième, peu importe, ça te prend un top 10 parce que ça fait toute une différence dans une saison quand tu veux faire la Western State puis tu as déjà ton dossard parce que, juste pour le rappel, quand tu finis dans le top 10 hommes et femmes, tu as automatiquement ton dossard pour l'année suivante. Ça a une valeur qui est immense parce que la loterie est difficile, mais parce qu'après ça, les Golden Ticket Race, il y en a 7. Ah ouais. Il y en a que 4 aux États-Unis maintenant parce qu'on est rendu que des Golden Tickets internationaux. Puis ils sont extrêmement compétitifs. Je veux dire, Black Canyon, il y a 30 gars, 30 femmes qui peuvent espérer un Golden Ticket puis qui ont l'expérience puis les compétences pour le faire. Donc, ça devient extrêmement, extrêmement difficile de se qualifier. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, un Cole Watson qui finit 9e, qui a fighté à la fin pour aller chercher cette place-là, ben, il vient de s'assurer que l'an prochain, s'il veut faire la Western State, il peut juste s'entraîner puis pas devoir se mettre un objectif en janvier puis en février. Puis peut-être en avril, si ça n'a pas marché en février, puis arriver à la Western brûlée parce que tu as 3 courses de 100 km d'impact. Hein. Ce qui est arrivé dans le passé sont pas mal de gars, tu sais. Ben oui. L'époque des on sait pas qu'est-ce qu'ils font maintenant, mais les Coconino Boys, là, les chums de Walmsley, quand Sensman avait loupé à Black Canyon, il était obligé de repartir à Sonoma, là, ah oui. 2 courses compétitives à 3 semaines, genre 1 mois de la Western après. Là. Ouais. Puis même ceux qui ont gagné de Canyons en avril, tu sais, je veux dire, on le sait, là, une course de 100 km, même si ça va extrêmement bien, qu'on soit compétitif, qu'on vise un finish, un mid-pack, il peut y avoir des impacts vraiment longs, même si tu récupères bien, même si tu fais tout ce qu'il faut, ça peut prendre plusieurs mois sans remettre d'une course de cette longueur-là. Là, on parle des gens qui, en avril, remportent de Canyons en se battant parce que c'était ultra compétitif. 2 mois plus tard, tu as la Western State, il faut que tu reviennes vite de ça, là. Ah, c'est sûr, faut que tu reviennes vite. Ida Nielsen, je pense qu'elle l'a un petit peu payé. Ouais. Mais tu sais, il y a d'autres gars, ça a super bien été là-dessus. Là. Mais non, c'est quand même impressionnant. Mais là, tu sais, ces gars-là, c'est ça. L'année prochaine, ils vont pas avoir à se dire, je vais me qualifier. Donc, il y en a certains, tu sais, genre, exemple, Tyler Green, tu sais, ces gars-là, il va être là, puis il va juste se préparer pour ça. Là. Exact. La préparation commence aujourd'hui. Bon, peut-être qu'il laisse une couple de jours pour se préparer, pour se récupérer, mais rapidement, c'est ça. Puis, je veux dire, je pense que la Western State, c'est une course qui prend du temps à se dompter. J'en parlais dans le café du vendredi. Longtemps, on disait ça prend 2-3 essais avant de la remporter. C'était le cas pour plein d'athlètes. Jim Walmsley, ça en a pris 2 et tout ça. L'année passée, Adam Peterman, Courtney en 2018, c'est des rares personnes qui l'ont remporté dès leur premier essai. Mais quand on voit, tous ceux qui sont pas gagnés hier, c'est tous des, Anthony Costales, là, il va être dur à battre dans les prochaines années. Là. Il y a eu une super course, puis je veux dire, là, il termine 3e. C'est un gars qui va être à surveiller dans les prochaines années. Mathieu, pareil, on y reviendra. Mathieu, grosse performance, gros comeback. Le Phoenix, il renaît de ses cendres. C'est pas gênant comme performance, c'est loin de là, c'est immense ce qu'il a fait. On s'entend que s'il décide d'y retourner, ben de un, il a déjà son ticket pour 2024, mais il vient d'avoir une dose d'expérience. Toutes ces personnes-là qui finissent pas en première place, ben ils viennent d'apprendre et tout ça, puis c'est une course qui est dure à dompter. Ah ouais, puis ça va aller, tu sais, Costales, là, ça va aller de plus en plus vite. Là.
Tyler Green, Costales, tu sais, c'est des noms à retenir pour l'an prochain. Déjà, là, on peut quasiment se faire des prédictions 364 jours d'avance, là. Mais ouf, ça va aller vite. Mais ouais, lui, tu sais, moi, c'était mon Dark Horse un peu. Là. Je savais pas trop où le placer à chaque fois. Là. Dans mon fantasy pick avec Dylan Coleman, moi, je l'avais mis 5. Mais non, ce gars-là, il est dangereux. Tu sais. Chaque course qu'il fait, de toute façon, il fait podium. Ouais, mais ça fait longtemps quand même, ça fait 2-3 ans qu'on voit ce gars-là. C'est un nom qu'on voit popper souvent des trails américaines, des fois un peu plus à moins grand déploiement, mais les courses en Arizona, les courses dans Colorado et tout, on le voit faire ces courses-là, les Way Too Cool 50K, tu sais, les classiques qui sont moins connus, il n'y a pas de live stream, mais qui a toujours un gros peloton d'hommes, de femmes qui sont extrêmement rapides. C'est toutes des courses, on dirait, qui se préparent bien pour la Western State. Puis là, c'est le fun de voir Costales arriver puis faire une grosse performance à Western. Avant qu'on se lance dans ces courses-là, puis prendre peloton homme, peloton femme, puis de raconter un peu ce qui s'est passé, saluons les gens dans le chat. On a Yannick Bernard qui nous souhaite un bon matin. J'espère que Yannick, tu te remets bien de ta victoire au Gaspésia. Michael Lemieux, Richard Taillon. Richard, c'est un fidèle, un habitué de pas sortir du bois. Ariel aussi, Isabelle Pilote, Simon Arel. Bonjour tout le monde. Très, très cool. Commençons par la course des hommes, simplement parce que l'histoire qui a fait le plus vibrer, puis ce qui va faire de l'ombre à tout le reste de ce qui s'est passé dans cette Western State-là, c'est Courtney Dauwalter. J'ai l'impression que chaque fois qu'on fait c'est pas notre première jasette de geek un dimanche matin, le lendemain de course, où on fait un live comme ça. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est comme la plus grande performance de l'histoire. On avait fait exactement ça le lendemain de l'UTMB 2021 et on a utilisé les mêmes mots. On se disait, ce qu'elle venait de faire sur l'UTMB en 2021, c'était probablement l'une des plus grandes, c'est pas la plus grande performance d'ultra point, homme, femme, époque, tout confondu. Mais j'ai l'impression qu'on peut carrément dire ça de sa diagonale 2022, de sa Hard Rock 2022, puis de ce qu'elle nous a fait hier. Personnellement, là, désolé pour notre podcast de l'année dernière, mais là, maintenant, c'est la plus grosse performance de l'histoire. Ben, c'est parce que ça n'a aucun sens, le gap qu'elle a créé. Mais on se garde ça pour après. Commençons par entrer dans la course des hommes. Mais avant, il y a deux questions dans le chat que je trouve vraiment le fun. Puis avant qu'on rentre dans la course, j'ai le goût de te poser. J'ai pas la réponse, mais toi, t'es un geek de trail, mais t'es un geek de shoes aussi. Philippe demande, est-ce qu'on sait avec quels souliers Mathieu et Courtney ont fait la course? Je sais que Mathieu était avec les Ultra Glide. Courtney, j'ai pas vraiment vu, mais je sais que Mathieu était avec les Ultra Glide. Il a commencé avec les Ultra Glide, puis après, je pense qu'il avait un prototype. Ouais. Courtney, je pense je sais même pas si elle a changé de chose, mais je pense qu'elle avait l'Ultra Glide aussi. Pour répondre à la question de Simon, avec quelle marque Costales va signer, pour vrai, moi, je suis une marque, je le signe tout de suite. Là. Moi, personnellement, j'ai envoyé un message au responsable de On, puis je dis, là, t'es là-bas, là. Je fais, va prépare un bout de papier, puis il va lui faire signer quelque chose. On sait-tu avec quoi il courait? Il courait avec des Hoka, il me semble. Avec des Nike. Il courait avec des Tsegama. Des nouvelles qu'il avait acheté lui-même avec son argent dans un shop. Là. Il n'est pas commandité. Il a couru avec un chandail des San Francisco Giants au départ. Ah oui. Mais c'est ça la Western. C'est ça qui est le fun. Je me rappelle pas qui. Attends, j'ai peut-être le nom ici. C'est qui courait? C'est Scott Traer qui court avec une chemise. C'est malade la Western pour ça parce que oui, t'as des athlètes commandités qui, je veux dire, sont des pieds à tête avec une marque, mais t'as vraiment juste des gens avec des bas de laine puis des chemises. Là, oui, c'est un ovni, là, mais tu sais, il va être signé dans les 2 prochaines semaines, tu vas voir. C'est sûr. Hey, Alex Michaud a un très bon point dans le chat. Après ça, on commence avec la Western. Pour vrai, on va la raconter, la course, mais Alex Michaud, la grosse performance de Alex Ricard, Rémi Leroux, c'est des gars que j'avais reçus il y a quelques semaines avant les championnats du monde en Autriche, qui ont ensuite explosé 1 kilomètre vertical en Suisse. Je répéterai pas le nom de la course parce que je vais le massacrer, mais il avait fini 2e et 3e derrière Rémi Bonnet. Rémi Bonnet qui a gagné le marathon du Mont-Blanc après avoir fait des performances de kilomètres vertical, après avoir s'être planté quelques fois sur le marathon du Mont-Blanc, a gagné le 42. Il l'a détruit. C'est immense. Mais Alex Ricard et Rémi Leroux ont fini 1 et 2 au kilomètre vertical du Mont-Blanc dans le cadre du marathon du Mont-Blanc, qui est un des événements de trail les plus gros en France, avec un gros niveau de compétition. Puis les gars ont pris la première et la deuxième position.
C'est immense ce qui vient de se passer. Ils ont fini devant le champion du monde. Hein? Ah oui, non, ça n'a aucun sens ce que les gars ont fait. Là. C'est pas un kilomètre vertical dans le fond, dans le fin fond d'une montagne où il y a 3 compétiteurs. Là. Je veux dire, c'est un des plus gros KV au monde, un des plus compétitifs. Puis les gars finissent 1 et 2 après avoir fini 2 et 3 en Suisse la semaine d'avant. Je veux dire, les gars sont en train de s'imposer comme étant des forces mondiales de ce type de course-là. C'est immense. Hein. Ah, c'est immense. Hein? C'est le marathon du Mont-Blanc, c'est un gros event. Là. Ouais. Les gars qui étaient là, il y avait des bons gars. Il y avait Gédéon qui a fini genre 4 ou 5e. C'est un gros gars dans un gros coureur de kilomètre vertical aussi. Là. Ah, c'est massif ce qu'ils ont fait. Là. Ben, on le sait, là, le trail au Québec grandit en importance. Je veux dire, puis Mathieu, Marianne ont été les premières, dans les premiers à avoir du gros succès international provenant de la communauté trail, hein, parce qu'on peut argumenter sur Mathieu, est-ce qu'il est français ou québécois, il est les deux, mais on s'entend que ses origines de trail sont ici, puis la plus grande, tous ses premiers dossards sont tous au Québec, mais bref, c'était les premiers Québécois qu'on a vu vraiment exploser à l'international avec Jeff Ann à la Diagonale en 2019, on voit ces Québécois, mais là c'est parti, là on va avoir de plus en plus, parce que tu sais, ce que Rémi et Alex ont fait, c'est juste le début. On va avoir plein de nos Québécois qui performent extra bien à l'international. Donc, c'est cool à voir. Ah ouais, pour vrai. Puis, moi, je mets un petit big up à un de mes amis, Benoît Gaillard, qui a quand même fini 10e à l'Andorre by UTMB. Là. Ouais. Il finit à 50 minutes de Arthur Bouillon, puis à genre 1h30 de Pau-Capel. C'est quand même, en s'entraînant sur le Mont-Royal, tout est possible. Très fort. Ouais, puis l'année passée, elle n'avait pas fait top 10 aussi sur la TDS. 11e à TDS, 11e? Ouais. Mais bref, Benoît Gaillard, encore là, très, très solide. Puis chaque fois qu'il fait des courses à l'international, un peu comme un Martin Dagenet, c'est des gars qui se connaissent bien, mais toujours des grosses performances, très, très réguliers aussi. Benoît Gaillard, j'ai l'impression que chaque course qu'il fait, ça se passe bien. Peut-être que de l'intérieur, ça se passe pas si bien, mais en apparence du moins, où ce qu'il réussit à afficher comme performance, tu sais, depuis sa victoire à QMT, première édition du 100 000, après ça, TDS l'an passé, là, l'Andorre by UTMB, c'est gros. Ouais, très gros. Ah, on s'éloigne, Nico. Revenons à nos moutons, revenons à la course des hommes. On l'a dit tantôt, ça a parti extrêmement vite avec un Chinois qui a été... Écoute, il était en avance sur le record du parcours pendant 5000, donc on le félicite. Après ça, je sais pas qui m'a écrit à un moment donné. Je sais pas si ça se met sur un CV, ça. Je sais pas, hein. Des fois, je me dis, c'est un trip. À chaque année à l'UTMB, il y a un dude aussi qui va partir puis qui va mener la course. Il va sortir premier à la sortie de Chamonix après 2 km d'asphalte. Puis après ça, tu vois qu'il finit 230e, mais il y a l'idée l'UTMB pendant quelques minutes. C'est toujours drôle, en fait. Je sais pas si c'est un trip ou si c'est... Des fois, c'est sous le stress ou sous l'engouement, tu te dis, OK, j'y vais all-in. Puis... Mais bref, c'est anecdotique. Là. Je pense que le Chinois, pas terminé à un moment donné, mais il était rendu 44e. Au 55e. Ah, c'est ça, voilà. Mais très noble, mais c'est ça. Premier après 3000, ça vaut pas grand-chose sur la Western State. Comment, toi, tu analyses cette course-là? Comment tu as vu ça se déployer dans la journée? Ben, tu sais, pour moi, Evan, ça a été en contrôle, genre, tout le long. C'est fou, hein? Ça a été super impressionnant. T'sais. Après, je pense que Dakota pensait vraiment pouvoir s'échapper. Ouais. Il y a eu le gros tournant de la course, genre, je pense que c'est au 70e, là, où, en gros, Dakota est parti très vite du ravito, en laissant Tom là. Et en se disant ouvertement, micro ouvert, je vais lui mettre une mine. Tom, lui, il a changé ses chaussures, il a changé ses bas, puis il a droppé un 1000 à 3,20 du kilo. Apparemment, c'est là que ça... Il dit, l'interview d'après était exceptionnelle. Là. Il le dit ouvertement, il dit c'était une idée complètement débile. Il dit, je l'ai payé un peu après, mais il dit j'ai mis un 1000 à 3,20. Il me suis retourné, il n'était plus là. Puis après ça, en fait, Dakota, après ça, je pense que moralement, ça l'a tapé. Il a fini en 17 heures. Il a quand même fini, pour vrai, c'est respect. Il l'a fini. Ah oui. Puis on s'entend que dans le temps qu'il l'a fini, il serait top 10 dans la grande majorité des éditions. C'est une grosse performance Dakota qui est un gars qu'on a vu, tu sais, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, mais c'est plus un gars de montagneux. L'an passé, il était exceptionnel à la Hard Rock. Western, je pense qu'il est rapide. Peu importe ce qu'il fait l'année passée, il a gagné Javelina. Je veux dire, il est bon dans tous les styles, mais c'est plus un montagnard. On le voit performer sur des gros plateaux dans des courses vraiment avec du gros dénivelé. Là, on est ailleurs, mais je veux dire, très respectable
je veux dire, il y a bien des coureurs qui auraient DNF en faisant, OK, regarde, je suis plus là, j'explose, bonne fin de journée, je vais aller prendre une bière. Puis il a serré les dents, il s'est rendu jusqu'à la fin. Puis dans un temps, il finit quoi, 12e total, mais je veux dire, dans un chrono qui aurait fini top 10 toutes les autres éditions à peu près. Mais Tom Evans, tu sais, moi je l'avais parlé au Café du Vendredi, j'avais dit c'est le réel favori, je pense, parce que en 2019, il avait fait ça sous les 15 heures. On s'entend pour les temps sous 15 heures. Tu sais, Tom Evans, en 2019, avait fini 3e dans une édition assez exceptionnelle où Jim Wamsley avait battu le record du parcours et Jared Hazen, qui avait fini 2e, avait aussi battu le record du parcours. Tom Evans avait affiché le 8e meilleur chrono de l'histoire en 14h59. Partait très favori, connaît ce parcours-là. 2019 comme 2023, c'est des températures un peu plus clémentes. Donc, c'était vraiment une température pour lui. Puis, il a livré la marchandise, en fait. Tous les yeux arrivaient sur lui. Puis, je veux dire, il avait pas le droit à l'erreur parce que il était en tête, parce qu'il courait avec Dakota Jones, parce qu'à un moment donné, il s'est échappé. Il n'y avait pas beaucoup de marge d'erreur. Puis, il a fait une course qui semble, en tout cas, quand on la regarde, quasi parfaite parce qu'il termine ça en 14h40. Ce qui lui vaut le 4e meilleur chrono de l'histoire. Puis devant lui, il y a 2 fois Jim Wamsley et 1 fois Jared Hazen. Fait qu'officiellement, il y a 2 personnes qui sont allées plus vite que lui dans l'histoire de la Western State. Donc, ce qu'il nous a fait hier, je pense que ça va toujours rester comme une performance exceptionnelle. Il sera toujours un petit peu dans l'ombre parce que quand on va parler de 2023, ça va être l'année de Courtney. Ouais. Mais ce que Tom Evans a fait devient le premier homme britannique à remporter la Western State dans un chrono qui est exceptionnel. C'est rapide en titi. Ouais, puis ça a été clinique, tu sais. Quand il a passé après, les vidéos, c'était impressionnant. Hein. La belle foulée, le mec, il laissait rien transparaître, à part le dernier ravito où tu voyais que là, il était vraiment tanné puis qu'il voulait juste finir. Mais pour vrai, dès que c'est sur le flat, là, il peut dérouler super, super facilement. Là. Mais après, moi, je suis sûr qu'il aurait pu même pousser plus. T'sais. S'il y avait eu quelqu'un qui le challengeait un petit peu plus derrière, je suis sûr qu'il aurait encore plus ouvert les valves. Là, mais ça a été clinique. C'était super beau à voir. Mais le gros point, ça a été au 70e où là, il y a eu la cassure. Puis de toute façon, la cassure a été... La Weston, c'est toujours un peu particulier parce que tu n'as jamais des points de ravito où tu sais les temps, etc. Là. Et quand il est arrivé qu'il y a eu 10 minutes de gap, il n'y a personne qui a compris. Là. Ah, c'est ça. Alors, le monde regarde et dit qu'est-ce qui s'est passé là? Puis après ça, à la fin, il t'explique. Là, il dit là, j'ai mis un 1000 à 1 km à 3,20 puis ça a cassé. Là. Tu dis OK, waouh, parce que ça n'a pas été long, le 10 minutes. Hein. Ça a été sur quoi? Une section de 4 kilos? Ben, c'est ça, c'est que, mettons, dans d'autres courses où les ravitaux sont aux 15 kilos puis il y a un col de 1000 mètres entre les deux, prendre 10 minutes sur un tronçon de 2 heures, c'est une chose, c'est impressionnant, mais prendre 10 minutes sur un 4 kilos, c'est la Western, il y a beaucoup, beaucoup de ravitaillement. C'est relativement flat dans cet endroit-là, en tout cas. Puis de prendre 10 minutes là, c'est immense. Je veux dire, ça... Puis après ça, je pense qu'il y a ceux qui jouent sur le moral aussi. Là. Lui, il est sur une lancée, continue de pousser, puis l'autre, ben, à ce moment-là, ça a reculé, puis il a perdu une douzaine de positions, là, Dakota Jones, à ce moment-là. Oh ouais, après ça a dégringolé. Hein. Ça a dégringolé très, très, très vite. Là. Puis tu le voyais au ravito, là, le mec qui était plus là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça joue sur le mental rendu là aussi. Mais tu prends 10 minutes sur 4 kilos. Là. Il a dû arriver au ravito, il a dit Tom, il est passé quand? Ben, Tom, il est passé à 10 minutes. Ouais. Tu sais, Tom Evans, on s'entend, hein? Encore là, on parlait de coureur polyvalent tantôt. C'est son 3e 100 000 à vie. Son premier, c'est une 3e place dans un temps quasiment record du parcours à la Western en 2019. Son 2e, c'est une 3e place l'an dernier à l'UTMB. Et son 3e 100 000, c'est une première place à la Western State. C'est complètement fou, là. On se rend pas compte, mais lui, là, c'est... Il est jeune, hein, le gaillard. Hein. C'est pas un vieux. on va le voir très, 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 très souvent dans les prochaines années. Tu sais, puis c'est un gros. En plus, c'est une énorme blessure l'année dernière. Hein. Ouais. Et c'est quand même cool de le revoir à un si haut niveau. Là. Mais tu sais, c'est con, mais c'est un gars. C'est quand on parlait de Mathieu qui est très carré, très cartésien sur ses affaires. Lui, c'est un ancien militaire. Là. Puis, mentalement, il le dit toujours. Il dit moi, mentalement, c'est ma plus grosse force. Dit, très, très, très solide, puis souffrir, ça me dérange vraiment pas. Mais, tu sais, dans sa vie aussi, sa blonde, c'est une triathlète professionnelle, tu sais, ils sont mindés sur ces affaires-là, tu sais. Donc, mais je pense que ça va être très, très beau à voir sur les prochaines années. Puis imagine, là, il gagne cette année en 14-40, là, il revient l'année prochaine, là.
Imaginons l'année prochaine. Jim, il se dit, oh, c'est bon, je gagne l'UTMB. Je reviens. Est-ce que je reviens? C'est sûr que Jim, le jour qui... je pense que Jim Wamsley, son projet, c'est 2 ans pour l'UTMB. L'an passé, il finit 4e, avec des erreurs dans sa gestion de course qu'il va probablement apprendre de ça. Il continue de s'entraîner. Il est vraiment mindé pour gagner l'UTMB. C'est ce qu'il veut, c'est l'objectif. Il se donnait 2 ans pour le faire, déménage en France et tout. Mais je pense que son plan post-UTMB, c'est de revenir à la Western. C'est là qu'il est à son meilleur. C'est un parcours qui est fait pour lui. Je veux dire, il y a 3 des 4 meilleurs chronos, 3 des 5 maintenant, meilleurs chronos de l'histoire. Il y a 3 victoires. Mettons qu'il décide de revenir. Tom Evans décide de revenir. Adam Peterman se soigne, revient. T'as les 3 champions des 5 dernières années qui reviennent tous en même temps. Ça pourrait barder. Parce que si Jim gagne l'UTMB, il a un ticket pour la Western. Hein? Ben, c'est ça. Exact, il y a son entrée, pas besoin de faire une Golden Ticket Race. Puis il y a ça aussi, parce que là, on voit le top 10, on voit Tom Evans et tout ça. On se dit, OK, la question maintenant, c'est sur le top 10, qui va revenir l'an prochain? Il y a toujours un genre de 6 ou 7 coureurs, c'est pas 8, qui reviennent l'année suivante avec leur dossard. Mais Tom Evans, Tyler Green remporte aussi, puis même Anthony Costella, je pense que c'est le top 3 qui remporte un ticket pour l'UTMB de cette année. Ouais. Ben, tu sais, moi, je pense pas. Tu sais, Costella, il a quand même fait la Varedo l'année dernière. Ouais, c'est ça. C'est quoi ses affaires? Green, je suis pas sûr. Evans, pour vrai, moi, je pense qu'il va sûrement y aller. Là. Ouais. Mais, on disait tantôt, je viens de réfléchir, on disait tantôt que si Jim remporte l'UTMB, il a son ticket pour la Western, mais c'est plus vrai parce que l'année prochaine, cette année, à l'UTMB, c'est la CCC qui est Golden Ticket Race. Ils ont fait un petit changement, donc c'est les 2 premiers de la CCC qui vont aller à la Western. Fait que Jim devrait se qualifier. Oh! Dommage pour les personnes qui vont devoir aller. Dommage pour ceux qui pensaient à la Black Canyon ou à Canyons en avril. Bref, on est rendu loin dans les spéculations, mais ça reste qu'il y a ça, c'est que notre top 3 hommes et femmes s'en vont à l'UTMB s'ils le veulent. Ouais, c'est quand même, ça va être quand même cool à voir, là. C'est un combo de course qui n'a pas été souvent dans la même saison bénéfique, sauf pour une certaine Marianne Hogan et pour un certain Kylian Jornet. Probablement les 2 seules personnes qui, dans la même saison, ont bien performé aux 2. Kylian avait gagné les 2 en 2011. Marianne, 2 podiums. Il n'y a personne d'autre qui avait fait ça dans l'histoire du trail. Il y a eu plus de monde qui a eu du succès Hard Rock, UTMB dans la même saison. Bien que plus près, plus rapproché dans le temps, ça reste 2 courses avec des profils similaires. Là, on est ailleurs, mais bref, on est dans la spéculation. Parlons de Tyler Green, on en a parlé un peu tantôt. Il a commencé plus agressif en apparence. Pourtant, ce qu'on a compris après, c'est qu'il y avait juste des bonnes sensations puis il a continué. Mais encore là, très solide performance. 15h04, on s'entend que ça lui donne une victoire à la majorité des éditions de la Western State. C'est le 10e meilleur chrono de l'histoire. Donc, Tyler Green, très impressionnant aussi. Là. Ouais, non, pour vrai, il est vraiment très, très solide. Là. Puis, tu sais, c'est des gars, là, ils vont venir tous les années. Là, puis, tu sais, lui, il a quand même 49 ans. Hein. Ouais. Il est vieux, Tyler Green. 39 ans, pardon. Ouais, 39 ans. Ouais. Mais, tu sais, par rapport à la majeure partie des gars qui sont dans le top 10, là, il fait quand même partie, genre, de limite d'un vétéran. Ouais, non, clairement. C'est intéressant de voir quand même que dans le top 10, c'est beaucoup du monde dans la trentaine. Tu sais, Western, historiquement, plus que l'UTMB, plus que d'autres, tu as souvent eu des young guns, là, tu sais, des jeunes athlètes fin vingtaine qui performent, tu sais, qui sont au maximum parce que sont à une vitesse qui sont à leur apogée côté vitesse et tout ça. Mais là, je veux dire, Tom Evans, 31 ans, Tyler Green, 39, Costales, 34. Matt, 35, Jeffrey Cole Watson. Tu sais, en fait, dans ce top-là, il y a 2 dans la vingtaine, puis le reste, c'est des trentenaires. Ouais. Presque 40 ans pour Tyler Green. Mais Tyler Green, il est dans cette tradition-là. Tu sais, il y a des Américains comme lui qui reviennent année après année à la Western. Il y a comme cette tradition-là parce qu'il y a une belt buckles, il y a une boucle de ceinture pour les 1000, la Western State 1000 miles quand tu complètes 10 fois la Western State. Puis, on a vu Ian Sherman s'en aligner 10 en ligne, 9 top 10 consécutifs. Il allait pour 10, puis il avait fini genre 12e, mais il y a cette tradition-là. Il y a un Tim Tweetermeyer qui a remporté 5 fois, mais qui a fait 25 Western State consécutives, 25 finishes. C'est un peu fou. Mais Tyler Green est dans cette tradition-là de revenir année après année, puis d'accumuler les boucles de ceinture, puis de juste le mettre au calendrier année après année. Mais tu sais, je viens de me souvenir que Tyler, l'année dernière, il avait été à l'UTMB. Ah ouais? Tyler, il avait été à l'UTMB l'année dernière, mais il avait fini genre loin. Là. Genre dans les 50, 60, comme ça. Là.
Donc, il avait déjà fait ça. Donc, ça se pourrait qu'on le voit cette année. On ne sait jamais. Why not? Mais c'est pas du tout un profil de course pour peut-être qu'il le voit comme un pèlerinage. Il a fait la Transvulcania ou Trans-Gran Canaria l'année dernière ou cette année? OK, quand même. Tu sais, c'est des courses plus montagneuses. Puis, ouais, toi, il a fini 3e de la Trans-Gran Canaria cette année. Donc, tu sais, c'est quand même... Ouais, c'est quand même pas mal. Puis, ce qui est fou quand même, genre, j'ai remarqué que dans les 10 premiers, il est le seul qui avait fait un top 10 l'an dernier. C'est le seul. On se rappelle que les positions 1 à 10 reviennent, mais il y a aussi un dossard spécial. Il y a un chiffre qui est M1, M2. Fait que c'était fini 2e. Aiden Knox était M2, Tyler Green était M4. Dans le top 10, c'est le seul qui a un M dans son dossard. C'est le seul qui venait du top 10. Alors qu'on avait, je pense, 7 gars qui revenaient. Puis je pense que 6 ou 7 gars qui revenaient de l'an dernier. Tyler Green est le seul qui s'est glissé dans le top 10. Donc, belle régularité. Tu sais, Ludo Pomeré, il a fini 12. Arlen Glick, qui était M3, il a fini 13. Ouais. Scott Trier, il a fini 15. Cody Lynn, il a fini 16. Tu sais, les gars du top 10 de l'an dernier, ils l'ont eu un peu rough cette année. Là. Ouais. C'est 2 éditions complètement différentes en température. Fait que des fois, il y a des gens qui performent vraiment très bien dans la chaleur. Je pense que j'entendais les commentateurs niaiser en disant que Arlen Glick doit être déçu qu'il fasse si frais parce que c'est un gars qui performe toujours bien quand il fait extrêmement chaud. Arlen Glick était un des favoris, clairement. Mais bon, fini 13e, vraiment pas gênant. Mais je pense que c'est un gars qu'on voyait faire un podium si c'est pas une victoire. Puis c'est un peu plus... Et chez les filles, tu sais, toutes les filles qui avaient fait top 10... à part 1 ou 2 abandons, je pense qu'elles ont toutes fini dans le top 10. Là. Ah non, c'est ça, exact. Simon Harel dans le chat dit que solide performance de Ludovic Pomeré est arrivé une semaine avant la course sans protocole d'adaptation. C'est vrai, c'est toujours aussi solide, c'est un métronome. T'sais, Antoine Guillon a le nom du métronome, mais Ludovic Pomeré, c'est le même genre de métronome. L'an passé, il avait fini 6e, il termine 12e, mais dans des chronos quasi semblables. Il arrive puis... Dans son, j'avais lu une interview un peu de lui avant. Là, il voulait finir en 16. Bon, c'est très bien que les gars comme ça, ils veulent finir plus vite. Là, c'est un peu petit, il finit en 16-20. Mais il a eu rough. Hein, quand il est arrivé au ravito du 70. Là, il shakeait solide sur sa chaise. Là. Genre, ouf, ça sent le petit coup de chaud. Mais il est solide, 47 ans. Là, le mec, il a plus rien à prouver. Là. C'est ça. On sait que la Western State, l'an passé, il a fait ça en 16h20. Puis là, il a fait ça en 16h20. Et une minute de différence entre 2022 et 2023. Ouais. Là, je pense pas que tu reverras Ludo sur la Western. Je pense pas que ça soit un truc qui revienne. Non, écoute, 2 fois 1 minute de différence, c'est quand même fou, mais toujours aussi solide. L'an passé, il avait aussi gagné la TDS à 47 ans. C'est très impressionnant d'être aussi performant à cet âge-là. J'ai dit une connerie de Guillaume. Guillaume Dubé. Salut Guillaume. Tu es prêt pour ton 100 000 la semaine prochaine? Il a intérêt parce que... Bon, là, ça parle dans le chat du fait qu'on a dit que Tyler Green était vieux à 39 ans. Vieux pour le sport, vieux pour performer. C'est comme quand on écoute le hockey ou le football puis qu'on nous dit que ce sont des vétérans de 31 ans. On comprend. Ils sont très jeunes dans la vie. Ils sont juste plus âgés, entre gros guillemets, pour être top 10 à la Western. C'est ça. On n'a rien contre les vieux. Désolé. Ah non, exact. Parlant des hommes, avant qu'on passe de l'autre côté puis qu'on passe à ce qui s'est passé du côté de la course de Courtney, Mathieu Blanchard, on a suivi sa course avec grand intérêt. C'était moi mon choix numéro 1 pour l'emporter. Je veux dire, encore là, très solide performance, malgré une journée qui semble avoir été très difficile. Ouais, apparemment, ça a été très, très dur. Au niveau, on n'a pas eu trop d'infos au niveau des équipes, etc. Mais au niveau des images du langage corporel, on voyait que c'était quand même rough. Là. Au niveau au 70e, là, ça avait l'air d'être vraiment, vraiment rough. Ouais. Mais le dernier 10 kilos, là, il a roulé ça parce que il avait quand même du retard sur Jeff Cole. Puis, il a fini sur les 10 derniers kilos. Ouais. C'est quoi, c'est au 70e ou 80e miles qu'on l'a vu au ravito avec Alix, puis c'est pas un petit bec, go, on s'en va, ils se prennent dans leurs bras, puis il a l'air d'avoir besoin de support moral, le pauvre Mathieu, ça a l'air d'être rough, puis encore là, on en parlait tantôt, c'est un gars qui est plus montagnard, il a performé extrêmement bien sur des courses à fort dénivelé, des courses où
oui, on roule vite dans les descentes, mais on a aussi des grosses montées avec les bâtons et tout. Là, c'est hors de sa zone de confort. Puis, bien sûr, Mathieu est extrêmement prêt pour ça, mais on l'a vu courir longtemps avec Ludovic Pommeret, toujours autour de la 10e. Il était 10e, 11e ensemble, puis ils ont fait un bon bout ensemble. Je pense que, et pour Ludo, de se coller à un coureur plus rapide comme Mathieu, et pour Mathieu de courir avec un vétéran comme ça qui connaît son baseball, comme on dit, il sait comment être prudent. C'était intelligent. J'ai l'impression, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont couru ensemble, mais un tire l'autre vers l'avant pour la vitesse, l'autre peut-être ralenti un peu pour l'expérience de dire, regarde, il est encore tôt dans la course. Ludovic Pommeret l'avait fait l'an dernier. Fait que je pense qu'ils se sont beaucoup servis l'un de l'autre ensemble pour avancer. C'est toujours pratique de pouvoir jaser dans sa langue maternelle parce que pour avoir fait un 100 000 puis avoir couru 25 000 avec un Américain puis parler anglais tout le long, mentalement, quand tu as 75 000 dans les jambes, c'est tough de continuer à jaser dans une autre langue. Puis les gars, on jase en français ensemble, on avance. Puis à un moment donné, on a vu Mathieu se détacher un peu de Ludo, mais était 8e, puis on s'attendait, on s'écrivait, toi et moi, OK, cool, il va finir 8e, il revient l'an prochain s'il veut. Tu sais, 8e à la Western State, c'est immense pour une première tentative en plus. Mais il a joué Pac-Man avec Jeffrey Cole puis Ryan Montgomery, puis il les a rattrapés dans les derniers kilomètres. C'est toujours le fun à voir, passer de la 8 à la 6 aussi rapidement, jouer au Pac-Man comme ça montre que Mathieu avait encore un peu de jus, puis c'était beau à voir. Ouais, mentalement, c'est plus à prouver, il est extrêmement solide. Moi, je serais quand même curieux de savoir c'était quoi la stratégie là-dedans. Est-ce qu'il a vu que ça partait trop vite puis qu'il voulait pas surchauffer, etc. Parce que devant, ça a avancé quand même pas mal. En fait, plus on voyait l'écart avancer, puis plus on se disait genre, OK, il faut pas que l'écart avec la tête soit de plus de 20 minutes. Là, parce que si tu as 20 minutes de retard, après, il faut que tu commences à ramasser le retard petit à petit. Mais c'est parce que les gars devant, il n'y a pas un très, très gros écart de vitesse, là, mais Tom Evans, il roule. Là. Si tu as 20 minutes de retard sur lui, c'est très, très compliqué de pouvoir revenir dessus. Donc, je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel. Je pense que la chaleur, ça a quand même dû jouer énormément là-dessus. Là. Même s'il était acclimaté, on est tous des humains, puis des mauvaises journées, ça arrive. Là. Non, c'est clair. Des journées difficiles, ça peut pas toujours être le fun. Si c'est toujours le fun, tout le monde le ferait. Là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a ça se peut que ce soit une mauvaise journée, mais une mauvaise journée, puis finir à ce classement-là à Western, là, je pense que tout le monde signe pour ça. Là. Puis dans ce chrono-là, on s'entend 15h37. Je regardais pour le fun pendant que tu parlais. Ça lui donne une victoire toutes les éditions de la Western State jusqu'en 2004. Ensuite, ça lui donne 5 victoires dans à peu près les 10 dernières éditions. Et ça met en perspective qu'un 15-37, c'est extrêmement rapide. Tu sais, comparé à ce qui se passe habituellement. 15h37, d'habitude, t'es top 3, là. Tu regardes dans les dernières années, tous ceux qui sont sous les 16 heures, c'est des top 3, c'est des top 5. Cette année, c'était très rapide. Puis, je veux dire, 6e, c'est extrêmement bon, mais ça met en perspective que 15h37 pour la Western State, ce que Mathieu a accompli pour une première tentative, pour un premier essai sur cette course-là, en mode découverte nécessairement, parce que t'as bien beau arpenter le parcours en reconnaissance avant, le faire en mode racing, c'est une autre game. Très, très impressionnant. Et tu sais, un top 10 en dessous du 16 heures, ça a failli se faire. Là. Puis c'était quoi la dernière fois? C'était 2019, je pense. Ouais. Top 10 sous les 16 heures. Là. C'est quand même exceptionnel. Ouais, ben chez les hommes, c'est ça. Tu sais, le 10e, Janosch, il est en 16h09. C'est le 2e meilleur temps de top 10 de l'histoire. En 2019, le top 10 au complet était sous les 16 heures. C'était une année aussi exceptionnelle. C'était des températures comparables, mais moins de neige. Mais là, je veux dire, tes 9 premiers hommes sous les 16 heures, c'est immense. Hein? Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'il va pouvoir y retourner l'année prochaine. Donc, et voilà. Connaissant Matt, les deuxièmes essais, en général, ça a bien été à l'UTMB. Hein? Il va connaître ça, il va savoir. C'est con, mais les ravitaux, etc., c'était quand même de la découverte. Hein? C'est pas des ravitaux aussi accessibles qu'à l'UTMB. T'as beau le faire en reconnaissance, etc., comme tu disais, le jour de la course, c'est pas la même chose. Ouais. Donc là, l'année prochaine, il y a un apprentissage là. L'année prochaine, il va revenir. Puis l'année prochaine, ça va être encore mieux, c'est sûr. Ouais. Je m'en fais tu le disais, pour les ravitaux, c'est quand même complexe parce que je parlais un peu avec Marianne pendant la journée, avec Olivier Gagnon ou Josiane, je sais pas qui gère leur compte Instagram, un des deux, mais il y avait 2 équipes de support, puis la plupart des athlètes, c'est ce qu'ils ont parce que la course va tellement vite, puis les ravitaux sont tellement difficiles d'accès que ça peut pas être la même équipe qui te suit de ravito en ravito. Fait que son équipe principale, où il y avait, je pense, un peu plus de stock pour ses ravitaux principaux, c'était
Marianne, Alix, puis Thibaut avant que Thibaut embarque comme pacer. Puis t'avais Josiane et Oli et leurs deux petits gars qui faisaient l'autre ravito entre ces ravitaux-là. Donc, il était quand même bien entouré. On se rappelle qu'Oli était le pacer de Marianne l'an passé à la Western. Belle équipe. Beau party, je pense qu'ils ont vécu. Je parlais avec Marianne aussi, que c'était son anniversaire d'ailleurs. Hein? Joyeux anniversaire à Marianne Hogan. C'était son jour de fête. Je pense qu'elle a eu une très belle journée, qu'elle me disait. Le trip de vivre la course aussi, dans un rôle différent. Mais en support à Mathieu et tout, ça devait être un beau trip, là. Oh non, c'était une belle course, puis tu sais, hâte de le voir sur d'autres affaires. Ouais. Parce que, tu sais, ça reste qu'il a eu une très, très grosse année, là. Donc, là, je sais pas trop ce qui s'en vient, là, parce que je pense pas que ça sera l'UTMB, donc je pense que ça sera sûrement la Diag. Ouais. Parce que s'il veut faire l'UTMB, il faut qu'il se qualifie. Hein. Quoique maintenant, tu sais, quand j'ai reçu Mathieu en janvier, on avait parlé de la Pro Trail Runners Association, qui est l'organisation des coureurs qui vont mettre de la pression où il faut pour des fois faire changer les choses. Puis, on le sait, le système l'UTMB est un peu, pour les athlètes élites, c'est un peu particulier, le nouveau système avec la World Series, qu'il faut absolument que tu te qualifies dans des courses. Mais là, je ne sais pas si c'est effectif cette année ou l'année suivante, mais ta cote ITRA, ou en tout cas ta cote UTMB World Series, qui est pas mal le même calcul, maintenant peut permettre de te qualifier. Fait qu'il va y avoir des spots pour l'UTMB, la CCC, l'OCC qui sont réservés à des athlètes qui n'ont pas fait de course par l'UTMB, mais qui ont une cote digne de mention, je suppose. Donc Mathieu, clairement une cote digne de mention, mais c'est toujours drôle de voir que le deuxième homme qui a fait le deuxième meilleur temps de l'histoire de l'UTMB peut pas y retourner l'année suivante de par lui-même. En même temps, c'est peut-être pas ce qu'il veut, Mathieu. Ouais, c'est ça. Donc, hâte de voir ça va être quoi la suite de l'année, parce que ça peut être très, très intéressant aussi, là. Mais chez les hommes, pour vrai, moi, je trouvais que c'était une super belle course. Après, chez les femmes, c'était autre chose. Je pense qu'on est rendu là. Ça a été complètement fou. Puis ça fait plusieurs années que la Western du côté féminin est intéressante pour plein de raisons. C'était 2021 où il y avait, en fait, les deux dernières éditions, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes dans le top 20, ce qui s'était jamais vu auparavant. Des fois, la première femme finissait 19e au scratch. Ça fait plusieurs années qu'on voit beaucoup de femmes très, très bien performer. Dans la grosse chaleur, on le voit. C'est souvent ça les femmes sont plus endurantes. On l'a vu l'année dernière. C'est une année extrêmement difficile côté température. Puis les femmes ont été beaucoup plus solides, beaucoup plus près des temps réguliers versus les hommes où ça avait été beaucoup plus lent comme course. On en avait parlé il y a exactement un an dans cet épisode-là d'ailleurs. Mais hier, ce que Courtney a accompli et ce que Katie Scheid a accompli, c'est stratosphérique. Pour mettre en perspective, le record du parcours d'Ellie Greenwood tenait depuis 2012, mais non seulement tenait depuis 2012 en 16h47, mais il n'y a personne qui s'en était approché à 23 minutes de ça. Le meilleur temps depuis, c'était Beth Pascal en 2021 en 17h10. Ruth Croft l'année passée en 17h21. On est quand même quasiment une demi-heure de plus que le record d'Ellie Greenwood de 2012. Même en 2019, quand la température était hyper clémente et que les hommes avaient super bien performé, Claire Gallagher avait gagné ça en 17h23. Solide chrono, mais on est loin du 16h47 d'Ellie Greenwood. Personne s'en était approché jusqu'à hier où il y a un manque de respect total de ce record du parcours-là. Ça n'a aucun sens. Ça. Le respect est enterré. Il y a une statue déjà qu'ils sont en train de faire de Courtney à l'entrée du stade. Mais c'est débile. Son temps a aucun sens. Tu sais, quand Kylian Jornet commence à tweeter des affaires sur toi, c'est que je pense que tu as fait une belle performance. Hein? Ils ont sorti une stat qui est quand même, tu sais, après ça reste des stats, puis on ne sait pas comment ça se passe. Son temps à la Western, c'est équivalent à un 2,12 sur marathon. Quand ils prennent le rapport dénivelé, tout ça. Mais puis la fille, elle a fait le sourire en arrivant sur le bateau, en faisant des coucous à tout le monde. Pas de glace. Elle arrivait des ravitaux, elle passait. On dirait qu'elle avait un système d'air climatisé qui la suivait. Elle arrivait au ravito fraîche, à peine mouillée de la face. Les autres arrivaient détruits. Je veux dire, il y a des coureurs, des coureuses qui vont arriver dans les ravitaux, j'étais comme, je les reconnaissais pas parce qu'ils avaient l'air d'avoir pris 15 ans d'âge. C'est souvent ça que ça arrive, là. Je veux dire, c'est difficile pour le corps, puis la face, des fois, en dit long sur la difficulté du parcours. Mais Courtney arrivait comme si elle était en train de faire une balade du dimanche en zone 1 dans une prairie en cueillant des fleurs. C'était ridicule à quel point elle arrivait aussi fraîche. Gestion de course parfaite. Elle a couru longtemps où on se disait, hey, ça va être une bonne bataille avec Katie Scheid. Ils se tenaient l'une l'autre. Ils étaient tout près. Puis à un moment donné, l'écart s'est creusé.
Puis je veux dire, elle l'a pas creusé qu'une petite pelle. Là. Il y avait une pelle mécanique qui a creusé un écart. Je veux dire, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Pour vrai, tu sais, encore une fois, il faut quand même lever son chapeau à Katie Scheidt parce qu'elle fait quand même le record du parcours aussi. Tu sais. Exact. En fait, c'est que ça va. En gros, on va juste se souvenir de Courtney. Tu sais. Ouais. Derrière, elle bat le record du parcours. Puis genre, c'est con, mais c'est un peu genre en second plan parce que ça va être une qui finit 6e overall, qui casse le parcours, puis qui finit. Ça va être une note de bas de page dans l'histoire de la Western State, dans l'histoire de la trail, ce que Katie Scheidt a fait, malheureusement, parce que si Courtney n'était pas là hier, aujourd'hui, on serait autant emballé de parler de la performance de Katie Scheidt qu'on l'est de parler de Courtney. On aurait, tu sais, je veux dire, rien enlevé à Tom Evans, à Costales, à Tyler Green, mais les deux performances les plus impressionnantes, à mon sens à moi, c'est Katie Scheidt et c'est Courtney. Mais Katie, ça va être une note de bas de page dans l'histoire parce que Courtney a fait 15h29. Ça n'a aucun sens. Pour vous donner une idée, Kylian Jornet, quand il a remporté la Western State en 2011, il a fait ça en 15h34. Courtney fait 15h29. Tantôt, je vous parlais de Mathieu qui, avec 15h37, aurait remporté la grande majorité des éditions de la Western State. Courtney, avec 15h29 aussi, elle aurait remporté 37 des 45 Western State dans l'histoire au scratch. Elle serait première. Ce qu'elle a fait hier, c'est ridicule. Une des stats qui m'a fait le plus capoter, c'est entre le ravito de Forest Hill puis la rivière. Elle a fait ça en 2h10. La femme la plus proche, c'était Anne Trayson en 2004 en 2h35. Mais entre ces deux ravitaux-là, elle a fait le 8e meilleur chrono de l'histoire, toute personne confondue. Tom Evans, qui a remporté en 14h40, a fait ça 3 minutes plus vite que Courtney. C'est exactement ce que j'allais te sortir comme truc. J'étais genre moi, j'avais entendu ça hier, puis je fais non, mais c'est débile. On va se le dire, là, c'est n'importe quoi. Alors, les splits, elle a fait des splits genre terribles. Parce que tu sais, Courtney a toujours torché dans tout ce qu'elle fait, mais les courses montagneuses. C'est UTMB, Hard Rock, Diagonale des Fous. Elle a fait les trois, elle a le record du parcours des trois, elle a remporté les trois, elle a explosé tout ce qui se faisait sur les trois. Ces trois courses, bien que différentes, qui ont des profils similaires, très, très montagneuses. Puis Courtney, quand elle a gagné la Western State en 2018, c'était dans un bon chrono, mais on se disait pas, OK, Courtney, c'est la Jim Wamsley féminine, c'est la grande perche qui court des splits pas possibles hyper rapidement. Elle a fait une performance extrêmement solide, mais c'était pas sa vitesse qui était dans la liste des choses qui font Courtney la meilleure au monde. La vitesse n'est pas dans le top 3. Il y a plein d'autres raisons. C'est une montée, il y a personne qui peut la battre en montée. Mentalement, elle est extrêmement forte. Il y a plein de choses. Mais hier, elle a fait une performance à la Jim Wamsley, de juste être extrêmement rapide. Les portions roulantes, elle les a explosées comme si elle était au début de son entraînement pour un 10 km. T'sais. Mais elle avait 140 km d'impact, puis elle roulait à un pace, une foulée magnifique. Ça n'avait aucun sens. Là. Je veux dire, quand elle descendait la rue à la fin, là, ça semblait tellement facile. Mais t'as vu la track? La track, là, moi, je serais juste curieux d'avoir juste le temps sur la track. Et tu sais, tous ces ravitaux, les ravitaux, elles se posaient, ça durait pas longtemps. Il y a des ravitaux, genre, en fait, elles passaient. Ouais. Tu disais, man, t'es flasque. Qu'est-ce qui se passe, là? Genre, c'était hallucinant. Hallucinant. Moi, j'ai jamais vu ça. Pour vrai. Puis, tu sais, toujours avec le sourire, des coucous à tout le monde. Là, tu voyais les gars arriver, genre Jeff Cole, Ryan Montgomery, les gars, ils étaient genre, ah man, je suis mort, là. Puis je contenais, hey, ça va? Coucou? Tu sais? Ah non, en fait, je pense qu'elle avait déjà le statut de la GOAT, la plus grande. Il y a personne qui, je veux dire, c'est même plus de conversation, tu sais. Dans l'histoire de la trail, il y a eu plein de femmes extrêmement performantes, mais il y a personne qui a accompli ce que Courtney a accompli. C'est Anne Trayson, il n'y a jamais personne qui va regagner 14 Western State en 16 ans. Mais c'était une autre époque. Elle arrivait là, elle était quasi toute seule, elle finissait deuxième au scratch. C'était une autre époque, ça enlève en rien ce qu'elle a fait, mais elle a très bien performé sur une course 14 fois. Tu sais, Anne Trayson n'a pas remporté d'autres courses ailleurs. Mais Courtney pour sa polyvalence, puis Courtney pour l'explosion de tous les records du parcours de chaque course qu'elle fait, puis pour les top 10 au scratch qu'elle fait partout, il y a personne qui est même près de ce qu'elle accomplit. Je veux dire, entre 2018 et aujourd'hui, elle a gagné les 4 plus grandes courses, disons les 4
courses les plus impressionnantes, les plus compétitives, les plus difficiles au monde, la Western State, la Hard Rock, l'UTMB, la Diagonale. Ces 4-là, c'est le Big Four, c'est les plus difficiles, c'est les plus compétitives. Non seulement elle les a gagnées, la seule autre personne qui les a gagnées, c'est Kilian. Mais elle les a gagnées. En ce moment, elle possède le record du parcours sur les 4. Puis elle les a pas battus, les records du parcours, par quelques minutes. Sur ces 4 courses-là, elle a pulvérisé les records du parcours. Tu sais, je veux dire, le record d'Ellie Greenwood, qui n'était pas battu depuis 11 ans, que personne s'en approchait, elle a retranché 78 minutes. Non, c'est débile. Puis tu sais, ça va être... Moi, je vois pas une seule... Ben, tu sais, à date, on sait pas, là, mais tu sais, moi, je pense pas que dans mon vivant, je verrai quelqu'un qui va pulvériser ce truc-là. Là. Je pense que c'est terrible. Mais en fait, le truc maintenant, c'est que il va falloir qu'elle se trouve des challenges, là, parce que c'est plus marrant. Là. Genre, à un moment donné, tu sais, là, cette année, elle se met le challenge d'aller à la Hard Rock juste après, là, mais en fait, ça va être ça après. Je pense qu'elle va se mettre des trucs genre, l'année prochaine, ce sera UTMB Diag, puis ça sera Western, Hard Rock, UTMB, tu sais. Déjà, je pense que Simon Harel l'a dit dans le chat. En ce moment, tu le dis déjà, dans des courses individuelles, elle a tellement tout accompli que cette année, la Western, c'était la première moitié de son défi, c'est qu'elle tente le combo Western State Hard Rock, qui est un combo à 2 ou 3 semaines d'intervalle selon les années. Cette année, c'est 3 semaines. Ouais. Le record appartient à Jeff Browning pour une performance en 2016 où il avait fait 42 heures et 12 minutes sur les deux. Puis cette année, Courtney se lance là-dessus. Harlan Glick aussi. Harlan Glick a fini quasiment 1h30 après Courtney. Mais tu sais, quand elle a annoncé qu'elle faisait ça, j'étais allé faire j'allais lire un peu, j'étais allé voir son meilleur temps western, son meilleur temps hard rock. Elle était quand même loin du 42 heures. Tu sais, dans le sens que c'est possible. Clairement, il n'y a pas de record féminin d'établi. En tout cas, j'ai recherché, puis je sais même pas qui a le record féminin de ce combo-là. La première à l'établir dans des performances élites. Donc, peu importe ce qu'elle va faire, si elle finit hard rock, elle a le record féminin. Mais là, avec le temps qu'elle vient de faire, elle peut dangereusement battre le record de Jeff Browning, qui est lui aussi une légende du sport. Pour vous donner une idée, Jeff Browning avait fait 16h30 sur la Western quand il a battu le record. Il a fait 16h30 sur la Western. Courtney est 1 heure plus rapide que Jeff Browning. Lui, il avait fait 25h42 sur la Hard Rock. Donc, Courtney, ça fait un 26h42 sur la Hard Rock, à bas le record. Pour vous donner une idée, il faut qu'elle fasse 26h42 pour battre le record du combo. L'an passé, elle a fait 26h44. Ouais, c'est mort. Tu sais, je veux dire, là, elle a 3 semaines pour récupérer. C'est très, très, très rapide. Puis on ne sait pas dans quel état elle est. Je pense qu'elle avait le gros sourire, mais on a su aussi qu'elle a... Oh, c'était beau apparemment après, là. C'était beau. Peux-tu raconter ce qu'on a su sur l'après-course de Courtney? En fait, déjà, moi, on le voyait pas mal. Moi, parce que quand t'as Ryan Montgomery qui arrivait, là, tu voyais Courtney sur sa chaise derrière, puis elle était comme ça, puis tu voyais qu'elle était vraiment genre « Oh man, ça va pas bien, là. » Mais apparemment, elle a retapissé au complet la piste, là. Genre... Ouais. En fait, elle a honoré la piste de son vomi historique. Hein? Je veux dire, c'est quelque chose d'historique qu'elle vient d'accomplir. Elle a décidé de laisser une petite trace sur la piste, comme ça. J'espère qu'il n'y avait pas des fétichistes là, qui se sont dit... Non, j'espère pas. Mais non, c'est débile. Mais ouais, apparemment, elle était... genre, elle a suivi après, mais après, elle était bien, tu sais, on la voyait après qu'il et tout ça. Là. Mais... ça nous prouve qu'elle est un peu humaine quand même. On peut éliminer l'hypothèse qu'elle est un robot envoyé par l'intelligence artificielle d'une autre planète. Là. Je veux dire, malgré les sourires, malgré la facilité avec laquelle ça avait l'air, je pense que ça a été difficile quand même quand, je veux dire, tu finis en vidant sur la piste. Au moins, on sait qu'elle est humaine. Mais tu sais, pour reprendre le message de Simon, moi, je serais curieux de savoir ça va. Ça serait quand même assez débile d'aller à l'UTMB. Là. Mais en même temps, elle se qualifie. Tu sais, je veux dire, si elle sort de la Hard Rock pas trop abîmée, elle peut récupérer. Tu sais, je pense qu'entre la Hard Rock et l'UTMB, c'est un 7 semaines. Les physios et machin, ils vont finir en position de sécurité. Là. Ils vont trouver ça genre, oh man, tu peux pas faire ça. La récupération. Mais ça serait fou, là. Ouais. Ça serait fou de voir c'est quoi son plan, là. Parce que si elle va à ça, là, imaginons que ça fait le triplé, là. Ben déjà, le doublé Hard Rock Western, il y a très peu de personnes qui se sont frottées à ça. Elle a une chance, elle va établir un record féminin qui va être dur à battre, mais elle va surtout
peut-être battre le record de Jeff Browning qui a fait ça à son top, là, je veux dire, au sommet de sa forme. L'année d'après, il avait gagné la Hard Rock. Je veux dire, il était très solide. Déjà, ce doublé-là, je pense que c'est le genre de projet peut-être parce que, comme tu disais, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a battu toutes les courses, les records partout. Fait que peut-être que les objectifs vont devenir ce genre d'enchaînement-là. Tu sais, il y a le doublé Hard Rock Western qui est très ambitieux, mais il y a un petit enchaînement qui s'appelle le Grand Slam of Ultra Running, le Grand Chelem, qui est d'enchaîner Western, Vermont, Leadville et Wasatch, les 4 plus vieux 100 000 américains. Il existe ce record-là. Ian Sharman a le record de temps combiné très ambitieux. Tu sais, Gediminas Grimius avait tenté de le battre en 2019, il n'avait pas réussi. Gediminas, c'est un des tops au monde aussi. Ian Sharman a un temps très ambitieux, très rapide pour l'enchaînement de ces 4 courses-là en genre 10 semaines. Courtney a déjà son entrée pour la Western nécessairement. Le Vermont 100, il y a une pige, mais tu peux acheter un dossard solidaire. La Leadville, faut qu'elle rentre là pour après ça réussir. C'est peut-être là qui va être le défi. Puis après ça, la Wasatch, ben, donne ton entrée si t'as l'entrée pour les 3 autres. Tu sais, c'est ce genre d'enchaînement-là, peut-être qu'elle va se mettre à enchaîner, de se dire, OK, les courses individuelles, j'ai accompli ce que j'avais accompli. Si je veux me challenger, je vais battre des records sur des enchaînements de courses. On spécule beaucoup, mais je veux dire, tout ça pour dire que ce qu'elle a fait hier, c'est stratosphérique, puis ça n'a aucun sens. Hein. Non, ça n'a juste aucun sens. En fait, si tu regardes tous les splits, ça n'a juste aucun sens. Puis l'état dans lequel la fille était, l'écart avec le record. Mais les 2 filles avec Katie, ils ont été sous le record du parcours tout le long. Ouais. Ça a toujours été 10 minutes, 15 minutes. Puis d'un moment, il y a juste l'élastique qui a pété solide. Puis elle est partie, puis elle a commencé à rattraper des gars. Elle était 13e, 10, 12. C'était... Tu sais, quand elle a rattrapé Matt, je suis genre, oh mon Dieu, tu sais. Elle arrive là, puis tu les voyais descendre avant la rivière, là. Puis tu voyais la foulée, tu te dis, man, elle dévale la descente, puis elle n'est pas de pacer à ce moment-là, là. Non, ça allait super vite. Puis ça a été pareil, Katie, tu sais, Katie, elle a eu un moment dur, mais tu sais, à la fin, elle a quand même roulé, là. Puis tu sais, elle finit... De toute façon, il y a 3 filles qui finissent top 20, mais tu sais, à la fin, Katie, elle a droppé son pacer, là. Les 4 derniers milles, elle l'a droppé. Tu sais, ça a été... Les filles ont été super impressionnantes, puis tu sais, la Hongroise qui finit 3e, là, elle, je l'avais mis à la fin, moi, parce que j'avais pas trop cherché, et pas trop fait mes recherches, mais à la fin, tu sais, j'étais tombé sur elle, puis je fais, OK, elle est solide quand même. Ah oui, vraiment. Très, très, très solide. Donc, tu sais, 3 filles 17,09, là, ça gagne la grande majorité. En fait, 17,09, c'est, après le record d'Ellie Greenwood, c'est le 2e meilleur chrono. Si t'enlèves Katie et Courtney, ce que Esther a fait hier pour sa 3e place, c'est le 2e meilleur chrono de l'histoire de la Western State. Juste pour le mettre en perspective. Katie Schad est 3 minutes sur le record. Puis, non, ces 3 femmes-là, ce qu'ils ont fait, c'est immense. Puis même après ça, tu sais, Katie Hasmith, 17h21 pour une 4e place. C'est un chrono qui remporte pratiquement toutes les autres Western States. Non, les femmes ont été très solides encore une fois. Puis moi, quelque chose qui m'amusait, tu sais, je n'avais parlé un peu dans le café du vendredi, puis je l'ai partagé aussi en story, c'est qu'on avait 4 femmes qui avaient extrêmement bien fait à l'UTHC 125, les 3 gagnantes des 4 dernières éditions, donc Emily Hawgood qui avait gagné en 2019, Jenny Quilty en 21 et Priscilla Fergie en 2022. Les 3 gagnantes étaient là, plus t'ajoutes à ça Katie Smith qui avait fini 3e derrière Jenny et Marianne Hogan en 2021. Et ces 4 femmes-là ont très bien fait à la Western State. Katie Smith termine 4e, Emily Hawgood 5e, Priscilla Fergie 8e et Jenny Quilty 11e à une place d'être dans le top 10 puis de revenir. Donc, ces 4 femmes-là qui ont extrêmement bien fait à la Western, à la l'UTHC 125, pardon, font très bien à la Western. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Hein. Est-ce qu'une course est une belle préparation pour l'autre? Je sais pas, mais c'est un beau hasard, je trouvais, d'avoir ces 4 femmes-là. Puis ça montre à quel point l'UTHC réussit à amener des athlètes internationaux de calibre exceptionnel. Je veux dire, 4 femmes dans le top 11 de la Western State, c'est sur le plus gros stage au monde. Là. Ah non, c'est fou, là. C'est vraiment fou, hein. Parce que, tu sais, on va peut-être pouvoir amener Courtney ou Katie l'année prochaine. Il faudra en parler à Marlene, là, mais... Ben, c'est ça. Tu sais, non, c'est quand même impressionnant. Puis Katie, elle a bougé genre de place en place toute la journée. Là. Ça a été assez impressionnant. Elle a descendu relax. Elle était 14e pas mal tout le long. Puis après ça, commencé à descendre puis finir 4e. Tu sais. Ouais. Non, c'était des belles journées. Des belles journées pour les filles qui ont couru l'UTHC. Là. Ouais, non, mais pour vrai, c'est
tellement le fun à suivre comme course. Puis oui, il y a peu de réseaux, donc le live stream, on a peu d'images, mais à un moment donné, ça devient qu'on en a plus parce qu'on arrive dans les parties où il y a un peu plus de civilisation. Le dernier, à partir de la rivière, on a un suivi qui est complètement fou. Il y avait des shots de drone à un ravito. Tu avais la caméra au ravito qui voyait l'athlète passer, plus le drone qui suivait. Pour une course qui est bien profonde dans les déserts, les canyons californiens, le suivi était vraiment exceptionnel. Il y a Nico Fréret, notre geek, le geek qui complète notre trio, dont on va essayer de se reparler pré-UTMB comme l'an dernier, qui dit dans les commentaires, le tort pour Courtney, j'avoue, elle a déjà ses street cred dans les 200 mètres, on s'entend, elle avait gagné au scratch le Moab 240 il y a quelques années. Donc, ce serait intéressant de l'avoir sur le tort, une course complètement différente des 200 000 américains. Ah, elle serait bien là-dessus, là. Elle serait très, très bien là-dessus. Bon, enfin, une petite note, là, notre Guy Douaron a fini la Western. Ouais, c'est fait. C'est 56. 26-56. Félicitations, Guy Douaron. On en parlait dans le café du vendredi. Super performance. Un finish à la Western. Tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de boucles de ceinture de plusieurs courses, mais la boucle de la Western à sa collection, ça va bien faire. Ça va être bon. Tu sais, tout à l'heure, je regardais le live, là, puis il y avait un gars qui avait déjà fini à Western, qui avait fini sous les 24. Puis apparemment, il a fait exprès de finir au-dessus des 24 pour avoir l'autre couleur. Wow! Ouais, le gars finit genre en 24-10, je crois. Il l'a dit, il fait non, je voulais l'autre couleur. Écoute, why not rendu là? C'est pour aller avec certaines outfits. Là, le bronze, ça va pas avec l'argent. Donc... C'est très fort. Parmi les histoires qu'on n'a pas racontées, il y en avait quelques-unes, mais Keely Henniger, qui s'est disloqué l'épaule, qui a fini ça à la Kilian, comme Kilian à la Hard Rock en 2016. Donc, elle s'est disloqué l'épaule, rentre le bras dans sa veste d'hydratation comme une attelle, finalement. C'est quand même assez fou. Ah ouais, tu la voyais rentrer dans le bateau, là. Elle avait son bras dans sa veste de sauvetage. Là. Ah, c'était... Non, c'était encore une belle histoire. Je me suis dit, encore une petite Kilian qui va faire ça, là. Mais elle n'a pas fini, je pense. Hein. Elle n'a pas fini, finalement? Non, je pense pas qu'elle ait fini. Je pense qu'elle a abandonné, genre... Ouais, c'est ça, elle a drop. Mais elle a drop au 80, donc elle a drop après. Parce que c'est ça, quand elle s'est disloqué l'épaule, il disait sur le live, ils font, ouais, mais son crew, il est pas là. Son crew, il est 4 km derrière. Donc, en gros, après, elle a dû partir avec son bras pour aller dropper de l'autre côté. Ouais. Une histoire qui était cool aussi, il y en a deux affaires que je veux qu'on parle parce que c'est des histoires du mid-pack, du backpack qui sont vraiment, vraiment le fun. Zachary Bates, qui était le plus jeune à tenter la Western cette année à 21 ans, c'est un jeune homme qui est autiste, qui parle quasiment pas, puis il est super intéressant à suivre sur les médias sociaux. C'est sa mère, je pense, qui gère son Instagram et qui partage un peu son parcours. Il a terminé ça en 23h37. 21 ans, terminé dans le top 100, mais terminé aussi sous les 24 heures. Il va avoir sa belle boucle de ceinture argent. C'est immense comme performance. Hein? Immense. Ouais, c'est immense. C'est vraiment immense. T'sais. Finir sous les 24 à la Western, c'est débile. C'est débile. Puis, je sais pas, par rapport à la personne la plus vieille, là, je sais qu'il y en avait une qui avait genre dans les 70, je pense. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui a 75 ans qui tente d'être la personne la plus âgée à remporter, à terminer la Western State. Il a drop. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, il a drop. Il a quand même drop au 70e 1000. C'est quand même impressionnant. Parce qu'en ce moment, on regarde, il y a Craig Brownstein qui a 90 000 de fit sur 100 qui va nécessairement finir, qui va terminer ça à 67 ans. Ken Ward à 66 ans. C'est impressionnant quand même, là, je veux dire, c'est un 100 000 dans des conditions extrêmes. À 75 ans, j'ai pas le nom de la personne, mais tentait de devenir la personne la plus âgée à terminer la Western State, pas pour cette année. Gene Dix. Gene Dix, je pense, c'est en... Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est ça, exact. Bon, ça s'est pas terminé c'est pas bien terminé cette année pour lui, mais il pourrait devenir à 60... Peut-être qu'il attend d'avoir 76. Hein, 75 ans là-dedans, hein, c'est complètement fou. C'est complètement fou, là. Ouais. Complètement fou. Dernière histoire que je trouvais cool de mentionner, Katie Scheid, performance exceptionnelle, termine deuxième de la Western State, pendant que son compagnon,
son chum, Germain Grangier, remporte le 90 km du Mont-Blanc. On parlait tantôt du marathon du Mont-Blanc. La preuve longue, le 90 km, est devenue une épreuve mythique de la course de trail. C'est toujours un peloton extrêmement profond, extrêmement compétitif. Mais Germain Grangier l'emporte. Katie finit deuxième à la Western. Gros week-end pour le couple. Moi, j'étais genre... Peut-être que moi, ma prédiction, c'était quand même Katie. Là. Donc, je me suis dit, oh, ça va peut-être porter bonheur. Germain qui gagne, ça peut être Katie qui gagne. J'ai cru un petit peu, mais après ça, je me suis dit, bah non, ta prédiction, on passe-la par la fenêtre. Non, c'est quand même fou. Germain, 90 du Mont-Blanc, c'est très, 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 très compétitif d'année en année. Ouais. Mais non, c'est un beau power couple. C'est l'équivalent de Tom Evans avec sa blonde. C'est des couples qui se tirent vers le haut. Là. En plus, Kylian Emily. Kylian Emily. Jim, sa blonde aussi, elle roule pas mal aussi. Ouais, j'ai vu qu'elle avait gagné une course en trail aux États-Unis l'année passée et tout. Ouais, elle roule pas mal, sa blonde. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. Mais non, c'est impressionnant, Germain. Donc, ça, c'est pareil. Je pense que Germain, en plus, il me semble qu'il est sur l'UTMB. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il est sur l'UTMB. J'ai vu ça. Ouais. Ça, encore une fois, l'UTMB va être très, très, très... Est-ce que Kelly sera de retour sur le TMB? On s'entend qu'elle était la championne en titre. C'est elle qui l'a remporté l'année passée. Bon, là, elle s'entraînait clairement pour la Western. Elle avait son golden ticket de l'UTMB pour la Western. Mais là, la Western lui donne... Hein, c'est comme une roue qui tourne. Hein? Tu peux gagner l'une, puis après ça, l'autre te donne l'entrée pour la suivante. Mais est-ce que Kelly va tenter le doubler cette année? En tout cas, juste de se réaligner sur l'UTMB, c'est déjà énorme. On s'entend que Marianne l'a fait de l'année passée, puis il n'y a pas grand monde qui a réussi ça dans le passé, de bien faire sur les deux courses dans la même saison. Mais Kelly, si les as sont alignés, pourrait très bien faire aussi cette année à l'UTMB. Hein. C'est bien, on va pouvoir encore faire un épisode où on va pouvoir refaire une question. On va pouvoir geeker une fois de plus. Ça va être un rendez-vous avec Nico qui est dans le chat aussi, Nico Fréret. On a eu beaucoup de fun l'an passé. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Nico, pour la saison à venir? Je fais un lien, je ne sais pas s'il y en a un. Hein. On parle du TMB, puis je te pose cette question-là. Y a-t-il un lien? Ben, parce que si on fait un épisode Jazette de Geek, il faudra prendre en compte le décalage horaire parce que je vais être à la TDS. Eh oui, tu vas être sur la TDS cette année à l'UTMB. Comment ça s'est passé, cette opportunité-là? Je dirais un gros merci à NAC, qui est mon ancien employeur, avec qui je garde encore des très, très bonnes relations, et puis pour qui je suis ambassadeur. Puis on m'a offert l'opportunité, puis ça bouscule un peu l'été, puis la saison, entre guillemets, parce que j'aurais dû juste aller à Bromont. Puis, mais non, tu sais, moi, j'ai pris, je vais saisir l'opportunité, puis j'avais toujours un gros coup de cœur. J'ai fait les 90 du Mont-Blanc, j'ai fait le Tour des Géants, etc. Donc, les Alpes, ça reste quand même un endroit très, très, très particulier, tu sais, là. Quand tu es un fan de ce sport-là, tu arrives là-bas, puis tu as une vibe. Ah oui. Ce qui est drôle quand même, c'est que la TDS part exactement au même endroit que le Tour des Géants part. Donc, c'est quand même un truc qui va être assez cool niveau émotionnel aussi, parce que le Tour a été une course très, très marquante dans ma vie. Mais j'ai très, très hâte à faire ça. Donc, ça fait que le training en D+, a pris beaucoup, beaucoup de place depuis les 3-4 dernières semaines. Malheureusement, aujourd'hui, avec la qualité de l'air, l'entraînement ne va pas se passer dehors. Mais oui, ça fait que, comme Simon le dit, beaucoup de up and down du Mont-Royal, parce que le Mont-Royal est très pratique. Mais ouais, ça va se passer comme ça. Puis après, j'ai encore mon inscription à Bromont qui est encore là, mais c'est quand même 5 à 6 semaines derrière la TDS. Moi, je sais que personnellement, une course me draine beaucoup, beaucoup mentalement à chaque fois, là, mais on sait jamais. Bromont, c'est une grosse place aussi dans mon cœur. Donc, je serai sûrement là-bas, mais ça sera juste, on partira puis on verra comment ça se passe. Mais ça va être ça, là, ça va être ça l'année. Puis la semaine prochaine, je pèse mon super bon ami Guillaume sur le 100 000 de QMT. Donc ça aussi, j'ai très, très hâte parce que, comme on en parlait tout à l'heure, vivre la course comme coureur, c'est très fort aussi. Mais moi, je trouve que partager une course avec un ami ou même une autre personne, mais surtout avec un ami, c'est très impactant. Parce que tu fais partie de cette aventure-là, cette personne-là te fait confiance, puis tu fais aussi, tu l'aides à aller au bout. Puis le 100 000, je trouve que c'est une distance qui rend les personnes très, très, très vulnérables. Mm-hmm. Et c'est là que c'est là que le vrai, enfin, je dis pas que les autres distances, c'est pas le sport, mais c'est là que les gens sont vraiment
dans les cordes, là, puis que tu vois vraiment où ils vont puiser. Puis, donc ça va être ça mon reste de l'année, mais j'ai hâte de voir tout le monde à QMT la semaine prochaine parce que j'ai l'impression que quasiment tout le monde va être là. Donc, ça va être un très beau week-end. Là, c'est une édition record du QMT en termes de nombre de participants, puis c'est une course qui est bien placée dans l'année pour être un objectif A ou pour être un build-up vers un objectif A. Puis c'est toujours un gros party. Il y a tellement beaucoup d'athlètes qui sont là, puis la communauté au complet est là, puis ça vibre autour de l'événement pendant un week-end. En plus, c'est un long week-end. En plus, il fait toujours beau, parfois très, très chaud, mais non, ça va être le fun au QMT. J'espère qu'on va pouvoir s'y voir. Moi, je vais être là le samedi sur le parcours. Et le dimanche, je serai là pour prendre ça cool en marchant un peu croche en lendemain de course. Toujours le fun, c'est aussi au QMT le dimanche. Hein, t'as les départs du 25, du 10 et tout ça. Puis t'as une gang qui ont couru la veille, qui marche un peu croche, qui se déplace péniblement vers un point à l'autre. C'est toujours très drôle un lendemain de course comme ça. Ouais. Toi, c'est quoi? Alors, t'as QMT, t'as passé quoi le reste? QMT 80, ça va être un gros test quand même. C'est une distance qui les années passées aurait été moins un objectif A, puis je visais du plus long. Mais là, avec l'arrivée de bébé en mars, l'entraînement a toujours continué, mais le volume a un peu baissé, puis c'est bien parfait. Là. C'est pour ça que j'avais mis le QMT 80 dans l'horaire, parce que je me disais ça va être la distance parfaite pour tester le volume à ce moment-là de l'année, mais surtout si ça va moins bien, si j'ai pas l'entraînement à espérer, ben c'est une distance que je pense que je peux finir sur l'expérience et en serrant un peu les dents. Donc, puis c'est la plus belle portion à mon goût à moi du QMT, puis c'est le plus beau sentier à mon goût à moi au Québec, la traversée de Charlevoix, pas la traversée de Charlevoix, pardon, le sentier des Caps. Fait que QMT 80, puis ça va être un bon test pour voir si je suis prêt pour l'UTHC 125 en septembre. C'est une course que j'ai déjà faite, que j'ai déjà terminée, mais cette année, c'est ma course A, c'est ma qualif pour la Western, parce que un jour, Nico, on devra faire le Jazette de Geek en live le lendemain, à distance, à décalage horaire, parce que j'aurais fait la Western la veille. Imagine tous les deux, on a notre ticket. Ça serait exceptionnel, ça. Ça serait complètement fou de se faire une Jazette de Geek ensemble, en live, à Auburn, en Californie. Écoute, j'y crois. Mais moi, c'est l'objectif. Hein, je l'ai dit, moi, après l'UTMB l'an passé, la CCC, ça me prenait un autre objectif, juste très long terme, de se dire, OK, qu'est-ce qui va être la prochaine grosse affaire? Puis c'est la Western, donc je vais me qualifier. Je vais tenter de me qualifier. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça l'objectif. Puis je vais être au Chic Choc aussi pour couvrir l'événement, faire du bénévolat là-bas, puis le dimanche couvrir le 26. Fait que c'est un peu ça le plan de match pour le reste de l'année. Un bel été. Ben ouais. Écoute, Nico, merci beaucoup. Ça devient une tradition des lendemains de grosses courses, on geek ensemble, puis avoir les commentaires, avoir les écoutes qui suivent aussi quand je le mets, parce que bien sûr, après le live, je vais le pitcher sur les plateformes de balado. Avoir les écoutes, je pense que les gens aiment bien nous entendre geeker, puis vomir des chiffres à pu finir, puis comparer des choses, puis spéculer sur quelle course fera telle personne dans 2 ans. Beaucoup de spéculation, mais beaucoup de plaisir. Toujours beaucoup de fun avec toi, Nico. Merci beaucoup d'avoir été là. Toujours aussi du gros fun avec toi. Là. Puis c'est toujours cool de partager notre passion avec le monde. Je pense qu'on geek assez, puis on a quand même assez de connaissances là-dessus pour pouvoir expliquer, puisque des fois, c'est quand même des choses que le monde va pas faire de trop grosses recherches. Là, mais si nous, on peut aider puis accompagner dans des longues courses, dans des commutes de voitures. Ouais, exact. Essayer de vulgariser des choses qui nous font triper, mais qui sont peut-être des chiffres et des stats, mais des fois, de les mettre en perspective. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de fun à le faire avec toi, fait que on se dit à très bientôt pour le QMT, on va se voir là. Ouais. Pour un autre Jazette de Geek pré-UTMB, puis ça va être un trip de fou. Je suivrai jamais aussi intensément la TDS qui est tôt dans la semaine de l'UTMB, mais je vais la suivre celle-là avec grand intérêt, avec ton numéro de dossard. Ça va être bien trippant. Merci beaucoup, Nico. Merci à tout le monde dans les commentaires, ceux qui ont été là en live. Merci à ceux qui l'écoutent en différé. J'espère que vous avez eu autant de fun que nous. Moi, je remercie NAC, qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois, et la compagnie qui envoie Nico à Chamonix cette année. Merci à Noctem, partenaire de bière. Merci Capic 1, qui m'a offert un excellent café ce matin, toujours un Sahara Sunrise ce matin. C'était très bon. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.